Bon, du coup, frérot, merci d'être venu. Ça fait très plaisir. Je te remets un peu dans le contexte et ensuite je te laisserai te présenter en quelques phrases. Alors, on en a déjà parlé un peu en off, mais cet échange, cette interview va être à disposition des personnes qui seront dans le groupe Discord qui s'appelle Le Charbon. Donc, voilà, il y a toute cette dimension charbonneur, charbonné, etc. Donc, ça s'appelle Le Charbon. Et plus spécifiquement pour les personnes qui veulent s'intéresser au business model de service. Donc, moi, mon objectif, c'est de leur fournir à travers mon réseau et la chance que j'ai de connaître des gens comme toi et les autres que j'ai pu interviewer, que je vais interviewer, qui ont créé des business models de service et des agences potentiellement à succès. À travers ça, je leur donne un peu l'opportunité d'avoir vos meilleurs conseils. Donc c'est une interview qui va rester privée, qui ne sera pas disponible au public. Elle sera uniquement disponible à ces personnes-là qui sont vraiment très intéressées par ce modèle. Donc voilà, et première chose, avant de commencer, écoute, maintenant, tu es officiellement une recrue du FC Charbon. Ok, FC Charbon, putain, c'est bon ça. Non, pas le FC Charbon, mais voilà. Voilà, du coup, petit t-shirt avec le logo du charbon qui est juste lourd. Ici. Très stylé. Voilà, peut-être si tu fais des sparring avec... Ok, vas-y, parfait. T'es mon premier sponsor. Merci, il va falloir juste payer un petit peu quand même. Mais... Voilà. Cool. Du coup, écoute, vas-y, je te laisse te présenter en quelques phrases et puis on est go. Ça roule, déjà très content d'être avec toi aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est moi qui t'ai interviewé, donc c'est sympa de faire l'inverse. Écoute, je m'appelle Harold, j'ai 31 ans. Je suis le CEO et fondateur d'une agence de création de contenu qui s'appelle Com. Donc on a pas mal évolué, mais en l'état aujourd'hui, on est une agence qui crée des campagnes de contenu, donc photos, vidéos, etc. On est un peu plus de 40, on va faire un peu plus de 4 millions de chiffre d'affaires. On s'est lancé il y a 4 ans. On était en autofinancement jusqu'à il y a quelques semaines, parce qu'on vient de boucler une levée de fonds dont je te parlerai peut-être. Ouais, peut-être. Et à côté de Com, j'ai lancé un média il y a 2 ans qui s'appelle Com Media. C'est un média qui a pour but de parler des thématiques business, entrepreneuriales, etc. avec des formats qui sont assez novateurs, assez esthétiques, assez visuels. Et c'est un média qui marche bien puisque ça fait, je te sors les gros chiffres parce que forcément, mais on a fait un peu plus de 15 millions de vues en organique, donc ce qui est quand même cool sur notre niche qui est le B2B, donc qui est vraiment sur notre cible, notre cœur de cible pour l'agence et qui est en fait notre meilleur levier pour pouvoir générer du business pour l'agence Com. Puisque Com, depuis 4 ans, en fait, n'a jamais eu de commerciaux, donc on n'a jamais fait de prospection dans le dur, on a toujours bénéficié d'inbound marketing. Donc le levier du média est un bon levier pour pouvoir générer du business. Et futur papa bientôt, le 10 janvier, donc dans quelques grosses semaines, ça fait flipper rien que de le dire. Et ça va être un nouveau projet entrepreneurial. C'est une bonne nouvelle, je t'avais déjà félicité. Je me rappelle, j'étais en Thaïlande quand je t'ai envoyé un petit message, c'était cool. Très sympa, en tout cas, merci encore d'être venu. Je pense que les gens ont vite compris pourquoi je t'avais invité du coup dans ce résumé. Petite question pour enchaîner, pour revenir un peu en arrière, et puis après on va rentrer un peu dans les questions un peu plus techniques, mais juste pour que les gens comprennent bien. Toi, quel a été ton parcours? Donc, quand je dis parcours, c'est parcours scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ton parcours scolaire, si tu as fait des études ou pas? Et dans la foulée, c'est un peu une question qui est un peu corrélée. J'aimerais bien que tu notes sur 10, donc de 0 à 10, l'utilité ou l'importance qu'a eu ton parcours scolaire sur ta carrière. Tu vois, sachant que 0, c'est vraiment, ça n'a eu aucune importance, tu n'aurais pas dû faire des études, quoi. Et 10, ça a tout fait. Alors, donc j'ai fait une école de commerce en 5 ans. Pas très studieux depuis bien longtemps, depuis le collège plutôt dernier de la classe, etc. En fait, j'ai jamais réussi vraiment à comprendre l'utilité des cours. Donc c'est à la fois un problème de fond, je trouve, c'est parce que les sujets qu'on traitait ne me parlaient pas forcément, et dans la forme, les profs que j'ai eu et ou la manière dont on éduque, je trouve dans le corps éducatif français collait pas forcément avec mon aspérité, ce qui fait que j'ai rapidement compris que c'était pas pour moi, et donc j'ai rapidement pivoté sur d'autres sujets qui étaient de faire des conneries, de passer du temps avec les potes, etc. Ce qui a été d'ailleurs pour moi un très bon point en fait. Le fait de ne pas avoir été scolaire, ça m'a permis de pouvoir prendre du temps pour moi, de faire des erreurs qui m'ont appris et qui ont forgé un peu la personne que je suis aujourd'hui. Mais donc du coup, voilà, parcours un peu particulier. J'ai toujours fait le minimum pour réussir à passer et avoir mon master 2, ce qui est quand même bien, tu vois. Mais quand même assez brouillon et puis plutôt subi parce que quand t'es un peu moyen, t'as un sentiment d'être moyen, donc t'es pas poussé, tu vois, à ton maximum. D'autant plus que ça crée un contraste avec mon histoire où je viens d'une famille de sportifs. Mon père, il a été champion olympique d'escrime, donc il m'a toujours dit faut être le meilleur, tu vois, en soi. Culture de la réussite et culture de l'excellence. C'est ouf. Donc ce qui fait que quand en fait t'es un peu tout l'inverse, t'es un peu médiocre en soi, ça a créé un décalage qui était pas forcément top, mais qui m'a à un moment, et ça a été, je me rappelle encore, ma 3e année d'école de commerce,
donné un putain de déclic où je me suis dit en fait j'ai plus envie d'être médiocre, en fait j'ai plus du tout envie d'être la personne un peu moyenne et j'ai envie de passer ce cap de je vais faire partie des best, je vais faire partie des meilleurs et je vais avoir une espèce de revanche sur ce que les profs ont comme a priori de moi, tu vois, d'un Harold. Et en 3e année, j'ai décidé de lancer ma toute première boîte. Parce que je suis tombé sur un bon prof qui m'a donné l'envie d'entreprendre, parce que j'avais des potes qui commençaient un petit peu à lancer des choses et je me suis dit putain moi aussi il faut que je me lance et je lance ma toute première boîte à 23 ans en 3e année d'école de commerce avec mon meilleur pote Olivier Ramel, le CEO de Kimono. Okay. Et là on lance notre toute première aventure entrepreneuriale C'était quoi comme Ça s'appelait Ilo, c'était une boisson relaxante, c'était l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. Okay, sympa. Tu vois, t'étais à Paname, tout le monde va toujours à 3000, on s'est dit viens on pense à une petite tisane moderne, assez sexy, bien marketée, etc. On a lancé ça pendant quasiment 2 ans, on a revendu la boîte après 2 ans. Ce qui a été assez incroyable parce que, encore une fois, pas forcément très scolaire. L'entrepreneuriat du début, ta première boîte, c'est toujours un peu fastidieux, on va dire. Donc ça s'est fait un peu dans la douleur, mais en même temps, ça se solde par une réussite. Et je me dis, putain, 2 ans après, je vends une boîte, je me fais un peu d'argent, j'ai tout capté, tu vois. Il s'avère qu'après, je me suis rendu compte que pas du tout. J'ai monté d'autres boîtes, je me suis cassé la gueule, etc. Mais si je dois m'arrêter sur le parcours scolaire, ça a été fastidieux. Ça m'a permis de créer cette envie de revanche, encore une fois, et de faire ma place dans cet écosystème entrepreneurial. Et si je devais te mettre une note, du coup, je dirais que je mettrais un 9 sur 10, non pas par les cours qui m'ont été enseignés, mais par le fait d'avoir été moyen et d'avoir en fait, tu vois, généré une envie de revanche, en gros. Ouais. Donc voilà pourquoi je donne 9. Putain, c'est hyper intéressant. Tu vois, t'es la première personne qu'on a eue là sur les interviews qui nous donne une note aussi haute, en fait, parce que même par exemple un Théo Lyon qu'on a eu hier, qui lui pourtant a fait HEC, etc. Ouais. Et on aurait tendance à se dire voilà, l'école a eu une importance pour lui. Il te donne une note qui est 8, il me semble. Donc, 8, tu vois, ah ouais donc okay. Tu vois, c'est hyper intéressant. Bah après, c'est juste que je trouve que il faut faire attention, je trouve, le message qui se fait passer et qui marche bien au niveau du storytelling, de se dire l'école ça sert à rien, tout le monde peut se faire soi-même. Ça a une forme de réalité, mais je pense que de correctement étudier, d'avoir des études, d'apprendre à se faire mal, d'apprendre à être rigoureux, d'apprendre à pouvoir encaisser du travail. En fait, c'est un acte de démarrage qui est non négligeable parce que moi, quand j'ai commencé à entreprendre alors que j'étais une merguez en cours, j'ai mis 3 fois plus de temps à comprendre des choses qui étaient des évidences pour d'autres qui avaient suivi les cours, tu vois. Ouais, non, donc, mais c'est vrai, mais c'est ce qu'on disait aussi. C'est ce que j'ai eu l'occasion de discuter avec plein de gens sur ce débat-là de l'école ou pas. Et très souvent, c'est études supérieures ou pas d'ailleurs. Ça t'apporte des choses, mais ça t'apporte des choses si tu décides de te les approprier. Et en fait, c'est la manière dont tu décides de vivre tes études supérieures qui va dicter un peu ce que tu vas en ressortir. Et c'est vrai que toi, on a l'impression que t'en as ressorti beaucoup. Alors, je sais pas, il y en avait aussi beaucoup qui disaient qu'au niveau des compétences, ils avaient strictement rien appris, par exemple, en école de commerce, etc. Toi, t'en penses quoi? Et par exemple, un jeune, là, aujourd'hui, qui est en cours et qui veut monter sa boîte, et parce que toi, tu l'as fait pendant tes études aussi, et moi aussi, ça a été mon cas, tu lui dirais quoi, en gros? Il doit se concentrer sur quoi? Tu vois, il doit retenir quoi comme compétence? Bah, je sais pas à quel point les écoles de commerce, si on reprend l'exemple des écoles de commerce qui étaient le cursus que j'ai suivi, à quel point elles ont pivoté, évolué, tu vois, parce que j'imagine bien que entre les cours d'il y a 8 ans, quand moi je les avais, et maintenant, j'espère que les écoles de commerce ont compris qu'il faut avoir un petit peu plus de concret, de palpable, de tangible sur ce qui va être la réalité de l'entrepreneuriat, parce que d'apprendre la comptabilité comme on l'a appris, d'apprendre l'histoire, la manière dont on l'a éduqué, ça m'a en rien aidé à entreprendre, tu vois. Alors que si demain les écoles te disent concrètement comment gérer ta finance, comment correctement prospecter, comment créer une image de marque autour de ta personne, enfin, tu vois, des trucs qui vont être la réalité de demain, ça aurait du sens. Mais donc du coup, je vais partir du scénario que l'école t'apprend ça. Je pense qu'il faut du coup être assidu, jouer le jeu à 200% et aussi être hyper autonome et l'envie d'être autodidacte. En fait, une école ne suffit pas. Il faut avoir cette phase d'autodidacte où tu vas être curieux pour aller te renseigner sur d'autres sujets. Tu as plein de canaux, plein d'outils qui te permettent de pouvoir monter en compétences grâce à des gens qui partagent de la valeur, etc. Donc à l'étudiant qui m'écoute, c'est d'être à la fois studieux, d'écouter ses cours si jamais il est dans la bonne école, et si il sent que ça a un impact, tant mieux, et de continuer. Et à côté de ne pas se dire que c'est suffisant et que c'est tout, tu vois, juste de faire son école. Et donc vraiment d'avoir cette envie d'être proactif, d'aller se renseigner, de regarder, d'être curieux. Pour moi, c'est un des meilleurs actes quand t'entreprends, et encore plus dans l'écosystème du service. On va en parler, mais le service, c'est t'arrives directement sur le marché.
tu lances ton bordel et faut que tu sois efficace direct, tu vois. Donc une certaine compétence, une certaine expertise sur ton sujet. Écoute, ça fait une bonne transition. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le concret. Explique-nous un peu, détaille-nous un peu Com. De base, Com, tu vois. Après, peut-être que tu pourras expliquer pourquoi vous avez décidé de faire un média, même si tu en as déjà un peu parlé. Mais du coup, voilà, Com, qu'est-ce que vous faites spécifiquement? Peut-être 2-3 exemples de clients que vous avez accompagnés. Sur quel type de service vous les avez accompagnés? Vous êtes combien? Parce que je sais que tu recrutes beaucoup en ce moment et tout. Donc, c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Alors, on a pas mal évolué. Historiquement, comme on est une boîte de prod, donc on fait de la vidéo très accessible. On a évolué vers un modèle d'agence où on a des paniers moyens qui sont beaucoup plus globaux et on fait plus que de la vidéo, on fait en fait des campagnes, donc tu as de la vidéo, de la photo, de l'accompagnement un peu plus global. On est un peu plus de 40 aujourd'hui, on recrute beaucoup et en fait on s'est lancé avec une stratégie qui était une stratégie par le prix. En fait, on s'est rendu compte que l'écosystème de la vidéo était en plein boom, que c'est un super levier de différenciation pour les entrepreneurs. Simplement que les agences traditionnelles et historiques coûtaient une blinde, donc les entrepreneurs pouvaient pas se payer le luxe de passer par ces agences. Et assez simplement, on s'est dit avec Flo, mon associé et cofondateur, comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre qui est hyper abordable pour les entrepreneurs, qui est une mouvance hyper actuelle en France. T'as des entrepreneurs tous les jours, donc c'est un marché qui est intéressant pour nous. Et donc on a décidé de lancer Com avec une offre à 1 000 €, qui est une offre hyper abordable, qui ne nous permettait pas dans le temps de pouvoir générer une belle croissance et de belles rentabilités, mais ça a été un moyen pour nous de nous différencier dans un océan un peu rouge. Et une fois avoir fait un peu la différence avec des contenus sur nous qui a été assez novateur et atypique, on va dire, parce qu'on a une grosse communication autour de l'agence, autour de moi, sur le vraiment le building public, un peu comme Théo d'ailleurs que t'as reçu. On a réadapté notre modèle tout au long des années pour aujourd'hui, 4 ans après, avoir des paniers moyens qui sont plutôt aux alentours de 100 000 €, avoir des comptes qui sont plus des entrepreneurs ou porteurs de projets, mais plutôt des grands comptes et des grosses PME. Donc ça a été assez douloureux de faire cette transition, parce que quand t'installes une image de marque sur un marché et que tu fais ta petite place, en fait c'est dur de changer ton image de marque aux yeux des gens. Donc du coup ce travail de passer de la start-up pas chère, très accessible pour les entrepreneurs, à plutôt des budgets conséquents et des grands groupes, ça a été un travail assez houleux, mais hyper intéressant. Et voilà un peu le grand écart qu'on a fait tout au long de ces 4 ans. Sympa. Et comment, ça me fait penser à ça, comment vous avez réussi à faire cette transition? En fait, vous avez bossé sur quoi? Vous avez bossé sur vos offres, sur la qualité de vos contenus? C'est quel levier que vous avez activé pour pouvoir vendre un contrat à 100K à une grosse boîte versus une vidéo à 1000 balles à n'importe qui, quoi? En vrai, la vidéo à 1000 balles au début, c'était un bon pied dans la porte de certains clients qu'on n'aurait jamais eu en leur adressant une demande, tu vois, à 50 000. Donc en fait, je te prends un exemple. LVMH qui est venu nous voir, ils sont venus par la toute petite porte en nous disant j'ai vu votre petite offre à 1 000 €, ça peut être sympa de mettre en avant un collaborateur, tu vois, avec cette offre. Donc là, nous, on a le pied dans la porte de LVMH. On exécute comme des porcs, on a vraiment, on essaye d'avoir vraiment un parcours client qui est juste magnifique, que le rendu soit top, que pendant les tournages, le client soit hyper content, puisque c'est un tournage pour un client, c'est un truc qui est un peu particulier, tu vois, donc faut lui faire vivre une expérience de ouf, exactement. Le tournage, c'est des moments de réassurance. De fou, t'es avec le client, c'est le parfait moment. Et une fois que t'as délivré un contenu de qualité, c'est à toi d'avoir éduqué ton agence pour que les chefs de projet qui gèrent le compte se disent bon les gars, on vous a fait une vidéo à 1000, mais on peut aussi vous accompagner sur un contenu un peu plus global à 10 000. Faites-nous confiance, vous avez vu comme ça s'est super bien placé avec l'offre à 1 000 €. Et en fait, petit à petit, on a avancé par étapes, de 1000 à 5000, de 5000 à 15 000, de 15 000 à 50 000, jusqu'à arriver aujourd'hui à des paniers qui sont assez conséquents, qui sont petits par rapport à potentiellement notre panier moyen dans 3 ans, puisqu'on a toujours cette logique de grossir encore au niveau de notre accompagnement, donc du panier moyen de nos clients. Donc en fait, je pense que la qualité d'exécution, le fait d'être patient, parce que tu peux pas d'une semaine à une autre tripler ton panier moyen. C'est important de recruter des personnes qui savent faire ce que tu souhaites faire demain, parce que si tu recrutes des gens pour faire des contenus à 1 000 € et que tu as envie de proposer des contenus à 50 000, en fait peut-être que tes employés actuels seront pas forcément suffisamment compétents ou qualifiés pour pouvoir faire ça. Donc il faut aller chercher les bons talents à l'extérieur pour pouvoir acheter de la compétence et puis créer de l'image de marque autour de soi pour pouvoir créer de la réassurance, créer du lien avec tes prospects. Parce que plus tu crées de contenu autour de toi, plus tu as l'impression que en fait tu connais ton prospect. Nous, tous nos prospects viennent nous voir en disant j'ai l'impression de vous connaître par cœur, je vous ai vu un peu partout. Du coup, je suis hyper rassuré à l'idée de passer par Com plutôt qu'à par une autre agence, parce que j'ai l'impression de vous connaître. Et ça, c'est un travail de fond qui se fait et qui marche avec le temps. Et je pense que c'est tous ces composants qui fait qu'on a réussi à pouvoir faire évoluer nos prix de manière assez conséquente, quoi.
Intéressant. Pour revenir un peu en arrière, au début de Com, pareil, 2 questions en une. Comment vous avez eu cette idée, comment ça s'est passé? Comment vous êtes lancé et pourquoi une agence, tu vois? Et ensuite, pourquoi la vidéo? Tu vois, pourquoi se lancer? Parce que à l'époque, tu avais déjà revendu une boîte. Mhm. C'était une boîte qui était plutôt physique, tu vois, avec je pense de la logistique, une espèce de e-commerce. Enfin, je sais pas comment vous le vendiez, mais en tout cas, il y avait des points de vente, quoi. Et là, tu repars sur un business de service. C'est quoi l'histoire? Et surtout, c'est quoi la vidéo, tu vois? Pourquoi la vidéo? Alors du coup moi Com de base c'est une muse, donc c'est une boîte qui était censée être un peu un side project, tu vois, un truc à côté, parce que j'étais CEO d'une boîte qui s'appelait Tatami. J'avais lancé un cabinet de recrutement où on recrutait des commerciaux. Sauf que cette industrie me faisait un peu yesh. Le recrutement, c'est honnêtement, tu peux faire beaucoup d'argent, ça marche très bien, c'est hyper rentable, t'as des EBITDA à 50%, enfin c'est assez fou. Okay. Mais en vrai, je me faisais un peu chier pour de vrai. Ouais. Et l'envie de créer un truc beaucoup plus innovant, original, visuel, c'est un truc que j'ai toujours eu un peu en moi. Je rêve depuis tout petit d'être acteur. Je suis fan de cinéma. J'ai toujours kiffé me mettre en scène. Je suis toujours un peu le rigolo de ma bande à mettre en avant et autres. C'était un truc qui, tu vois, j'ai plutôt ce trait de caractère un peu créatif et que je retrouvais pas dans cet écosystème du recrutement. J'étais dans As The Family, tu sais, l'incubateur, dans lequel je gravitais avec plein d'entrepreneurs qui me disaient « Putain, la vidéo, je rêverais pouvoir en faire parce que c'est un bon moyen, encore une fois, de se différencier, mais j'ai aucun moyen de pouvoir me payer ça. » Donc assez naturellement et simplement, je me suis juste dit, en fait, ce serait génial d'avoir une offre qui est hyper accessible pour des porteurs de projets. Et donc, je décide de faire jouer mon réseau en disant, je cherche quelqu'un qui connaît le monde de la vidéo, parce que moi, je connais absolument Walou, je sais même pas comment allumer une caméra. Et je rencontre plein de monde, dont Flo, avec qui je lui propose de lancer une offre assez simple où je me dis, on fait une offre à 1 000 € qui était vraiment comme ça. C'était un prix marketing. C'est juste 1 000 €, ça passe bien. Modèle économique, on n'avait même pas réfléchi sur ce prix. Et ça tombait un bon moment de sa vie pour essayer de se lancer. Donc on se dit, vas-y, viens, on le fait. On mettra juste en relation de base, c'est ce qu'on voulait faire, des freelances avec les porteurs de projets, en les éduquant correctement, nos porteurs de projets, en leur disant, les gars, faut que vous ayez des attentes qui soient très basses, faut que vous mettiez la main à la pâte dans la production de votre vidéo pour pouvoir tenir ces délais. Et puis nous, on prend notre petit point de marge et puis c'est sympa. À côté de ce constat, on se dit juste que plutôt que de dire ce qu'on allait vendre à notre client, on allait le faire pour nous-mêmes. Pour en fait, on crée une vidéo. La vidéo qu'on vend pour nos clients, on allait le faire pour nous-mêmes. Donc j'allais incarner la boîte, on allait faire une petite vidéo en 2 heures qui nous coûtait pas très cher, et on allait jouer avec l'humour qui était un trait de caractère qui nous va bien à moi et à Flo. Et parce que l'humour, que ce soit pour les start-upers, les grands groupes, les PME, c'est un truc qui marche, ça fonctionne de ouf. Donc on décide de lancer une vidéo. Je me mets face caméra parce que d'incarner la boîte, ça marche bien. On fait un truc assez gaulerie et assez atypique, et on décide de diffuser ces contenus. Et de diffuser aussi sur LinkedIn, qui a été un des leviers et un des paramètres qui a fait qu'on a réussi à faire un peu la différence dans cet écosystème. On balance la vidéo et sur LinkedIn, ça explose vraiment, alors que j'avais littéralement 12 abonnés, dont ma mère et ma grand-mère, et rien d'autre. Tu vois, c'était un truc de ouf. Et juste là, on a eu, je sais pas combien, on a fait 300 000 vues, je crois, et sur LinkedIn, c'est juste incroyable, surtout il y a 4 ans. Et là, on a des demandes de partout, et je te passe les détails, mais avec Flo, je lui dis, attends, mais là, il y a un vrai business intéressant. Je stoppe Tatami et je me mets full time sur Com. Je te passe les détails des 6 mois de réflexion et autres, mais ça a été ça un peu l'histoire. Putain, intéressant. T'as soulevé l'aspect LinkedIn. Moi, je parle beaucoup de personal branding. Bah, forcément, tu sais ce que je fais, donc c'est grâce à ça que je vis, entre guillemets. Toi, la place du personal branding, elle est où? Alors moi, je connais la réponse, mais elle est où dans ton parcours au global? Elle est où dans Com? Et peut-être en allant un peu plus loin, LinkedIn, où est-ce que tu le places sur ton spectre d'importance, tu vois, des sujets que tu traites pour faire avancer ta boîte, quoi? Ouais, bah alors le branding au sens large, ça a été et c'est encore un levier de croissance majeur pour Com. Ça a ses forces, c'est que tu crées du contenu, tu as des gens qui viennent te voir, et donc quand quelqu'un vient te voir, t'es dans la meilleure position que quand toi tu vas toquer à la porte de tes prospects. Donc c'est super, c'est game changer de fou. Ça a aussi un désavantage en soi potentiel, ou en tout cas il faut bien être vigilant à ça, c'est que quand tu t'exposes, quand tu vends des choses qui sont magnifiques, qui sont belles, etc., les attentes de tes prospects sont hyper hauts. Donc si derrière ton niveau d'exécution est moyen, en fait tu t'es limite, ça te dessert d'avoir trop communiqué autour de toi. Mais si je reste vraiment sur le focus, pour Harold, qui est un vrai levier pour Com, le média Harold entre guillemets, et le média Com, c'est game changer. Surtout sur LinkedIn, on essaye nous de créer du contenu sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. On est à 95% le plus efficace sur LinkedIn. Ce qui est d'ailleurs dangereux d'une certaine manière, c'est que comme 95% de notre business vient de LinkedIn, on est dépendant de LinkedIn. Donc si demain LinkedIn se crame, ou si ça change totalement de nature, ce qui est un petit peu en train d'arriver. Ouais, après bon, ouais.
Bah tu vois, moi donc je vais au bout de ça pour te répondre à la question sous-jacente, mais en gros, LinkedIn, on est dépendant de ça. C'est un levier de croissance exceptionnel puisque c'est le réseau du B2B qui sont nos clients. Donc c'est génial, c'est ouf. Il y a quand même un changement qui opère sur LinkedIn. Nous, on demande beaucoup à nos clients des insights un peu marché. Et à des clients à nous, on leur dit, LinkedIn, vous en pensez quoi en ce moment? Et beaucoup d'entre eux nous disent, on n'en peut plus de LinkedIn, ça devient Facebook, je te passe les détails, et on se barre de LinkedIn. Ce qui veut dire que si ces mecs-là n'étaient pas encore mes clients et qui se barraient de LinkedIn alors que c'était mon prospect potentiel, en fait, j'arrive pas à choper ce client qui pour moi est un client un peu d'or, tu vois. Donc, avec Com, on est hyper agile sur se dire quels seront les réseaux de demain pour anticiper cette même mouvance qu'il y a eu sur LinkedIn, d'essayer d'arriver un peu en précurseur sur les prochains. Donc, je te dis pas que LinkedIn, ça va s'arrêter dans 6 mois, mais je pense que dans 3-4 ans, ça aura trop changé, ça aura changé la nature du réseau et je pense que beaucoup de cet écosystème B2B pivotera sur un autre réseau. Donc on essaie d'être hyper agile et de toute façon de manière générale pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais il faut jamais être dépendant de rien. Donc là tu vois, on essaie de ventiler notre business entre idéalement, j'aimerais que dans 2-3 ans ce soit 30% sur LinkedIn, 20% sur YouTube, 20% d'outbound, enfin tu vois, de dispatcher un petit peu nos sources de business pour éviter d'être dépendant uniquement à LinkedIn. Important. Ouais, c'est important. OK, c'est quoi la plus grosse fierté que tu as eue avec Com? Et après, pour contrebalancer, c'est quoi le plus gros échec que tu as eu? Je commence par le plus gros échec, si ça te va. Le plus gros échec, ça a été, on s'est fait rapprocher par un grand groupe l'année dernière, donc on a failli être rapproché par un groupe. Qui ne s'est pas fait et ça a eu un impact non négligeable pour Com puisqu'on s'est défocus pendant 4 à 5 mois parce que on était en phase de due deal, donc c'est des mecs qui ouvrent tes comptes, tes trucs machin pour faire une valorisation de Com, ce qui fait que ça prend un temps de fou. Donc on s'est défocus, on a été moins avec les équipes, on a recruté pas les bonnes personnes alors que c'était une phase de repositionnement de boîte de prod à agence, ce qui fait que ça a créé un gouffre entre un avant Com et le Com de demain qu'on souhaitait créer. Et ça a été un vrai échec parce que plutôt que de faire une priorité et un focus sur les équipes lors de cette phase de repositionnement, on a mis trop d'efforts sur ce rapprochement, ce qui fait que ça a vraiment créé un avant et un après Com. Ça veut pas dire que le Com d'après n'est pas même mieux que celui d'avant, mais il y a eu ce changement qu'on a mal géré et on en a payé les pots cassés pendant les 6 derniers mois. Ça a été très très dur. Ça va beaucoup mieux depuis 4 mois et on repart sur de bonnes bases. Mais ça a été le plus gros échec entrepreneurial en soi de Com, même si cet échec me sert, ça c'est le meilleur enseignement pour pouvoir faire encore mieux demain, mais je dirais que c'est ça. Et la plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à embarquer une équipe qui a été qui n'a pas bougé pendant 4 ans. Alors il y a eu des départs, il y a des gens qui sont venus, qui sont partis, mais la culture, le fit et la racine de Com est restée la même 4 ans après quand même, malgré tous ces changements. Et je trouve ça assez ouf parce que l'écosystème des agences, d'audiovisuel, etc., t'as quand même des sujets de culture qui sont assez importants. Et nous, on a réussi à faire, à garder ce noyau dur, même s'il a évolué. Et ça, je trouve que c'est une fierté parce que quand t'es à 5, 10 dans une boîte, c'est assez facile de pouvoir se dire les choses, de pouvoir parler, de pouvoir réajuster les choses qui vont moins bien. À 40, c'est beaucoup plus dur. Et malgré que ce soit plus dur, on a réussi à continuer à le faire. Et ça, je suis assez fier de ça parce que c'est souvent l'une des raisons pour lesquelles t'as des boîtes qui se cassent la gueule. C'est que quand tu grossis, t'as plus du tout la main là-dessus. Et en fait, ta boîte, c'est plus vraiment la boîte du début. Et puis, ça se casse la gueule. Donc, je dirais que ce serait ça. Ok, hyper intéressant. Pour continuer, une autre question. Et je vais te donner ma réponse, ma vision des choses parce que j'aimerais bien que tu la confrontes d'un point de vue extérieur, tu vois. La question, c'est pourquoi, à ton avis, ton agence, donc Com, a si bien fonctionné? Tu nous as dit, vous avez fait plus de 4 millions de chiffre d'affaires, etc. C'est une boîte très jeune qui a moins de 5 ans. Moi, si je me place d'un point de vue extérieur, donc je pense comme toutes les personnes qui nous regardent, la raison pour laquelle ça a si bien marché de ce que je sais, après voilà, on se connaît quand même un peu plus que les gens qui regardent ton contenu LinkedIn, donc j'ai peut-être des billes en plus, mais j'ai l'impression que c'est l'intersection entre un personal branding que tu as travaillé depuis des années, etc., qui fait partie de toi, de ta personnalité, etc., c'est l'intersection de ça avec une culture d'entreprise qui, depuis le départ, a été... Enfin, pour moi, tu vois, d'un point de vue extérieur, c'est très, très fort ce que vous imposez en tant qu'entreprise. Les DA, les personnes que vous recrutez, c'est con, mais tu sais, l'attitude, la manière dont communiquent les personnes que vous recrutez. Tu sens qu'il y a une dynamique, une culture d'entreprise. Et en fait, ça vient aussi de ce que fait ton ami Olivier, tu vois. Ouais. Dans la culture d'entreprise avec Kimono, donc j'ai l'impression que vous avez bien bossé là-dessus aussi. Et la troisième composante, c'est quand même une grosse qualité d'exécution derrière, avec beaucoup de travail, beaucoup de détails, d'intention au détail sur ce que vous produisez. Et tu vois, moi, c'est un peu la lecture que j'en ai.
Et je l'ai vu aussi quand on a bossé ensemble, tu sais, sur l'appel d'offres mythique qu'on a perdu. Voilà, pour la petite histoire. T'allais pas dire ça pour le storytelling. On est arrivé deuxième d'ailleurs de cet appel d'offres qui c'est chiant parce que c'était un appel d'offres à 350K quand même. Donc ça fait bien chier, je l'ai encore là. Mais voilà, du coup, je l'ai vu aussi quand on a bossé ensemble de l'intérieur. Mais voilà ma lecture. Toi, t'en penses quoi? Écoute, honnêtement, je suis assez raccord avec toi. Je pense que t'as mis le doigt sur les principaux leviers qui ont fait que Com a réussi à faire son petit bonhomme de chemin avec un petit focus sur la partie exécution. Je pense que là où on a réussi à faire la différence, et on l'a bien anticipé avec Flo, c'est que dans notre écosystème qui est un écosystème très créatif, en fait, t'as des gens qui répondent à des entreprises qui ont des enjeux très héroïstes business avec en fait des réponses très créatives et qui en fait ne suffisent pas à l'attente de tes clients. Je m'explique. De faire un contenu qui est beau, c'est génial et t'as plein d'agences sur Paris qui le font très bien. Mais de faire un contenu qui est beau mais qui surtout répond à des objectifs qui sont très business oriented, ça c'est un levier qui est très différent. Et pour que ça réponde à des objectifs, il faut avoir une notion un peu business des choses, avoir un niveau d'exécution qui est militaire, puisque ton niveau d'exécution, ça permet de répondre à des besoins qui sont beaucoup plus, que tu réponds à des besoins rapidement versus d'autres boîtes beaucoup plus créatives qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, tu réponds à un marché, à des demandes de marché qui sont beaucoup plus rapides, avec des prix qui sont plus justes, parce que quand tu as des délais qui sont très longs, bah forcément ça coûte plus cher, alors que si tu exécutes correctement, tu as des prix qui sont beaucoup plus abordables. Donc en fait, nous, cette vision très business associée à la créativité, je trouve que ça a été un vrai hack pour Com. Parce qu'encore une fois, quand t'es que créatif et que tu fais le plus beau contenu du monde, c'est génial. Mais si jamais derrière t'as pas d'impact ROI, si t'as pas de KPI que tu peux en tirer, si t'as pas de notion business derrière les campagnes que tu fournis, en fait ton client il va être content, il va repartir avec une belle campagne, mais qui performe pas et donc du coup t'as pas de rétention, pas de recommandation. Quand nous on en avait, et ça je pense que ça a été vraiment et c'est encore un bon levier de différenciation pour nous. Ok. Ça fait kiffer, j'avais bien lu, mais aussi ça doit te faire plaisir toi aussi parce que ça doit te prouver que au final le travail que vous avez fait, il se voit même de fou, grave, carrément. Donc voilà. Autre question aussi pour faire un peu d'introspection personnelle et je sais que ça va en intéresser plus d'un. Aujourd'hui, tu es dirigeant, on peut l'appeler comme ça, dirigeant de ta société. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire ou qu'est-ce que tu aurais dû mieux faire en tant que dirigeant tout au long de ton aventure avec ton agence, tu vois? Franchement, le premier truc qui me pop en tête, il y en a certainement beaucoup, mais c'est de plus rapidement déléguer. Alors c'est un peu classique et ça me fait chier parce que je préfère sortir des trucs qui sont plus novateurs, mais en fait c'est que c'est une telle réalité, c'est que le classique, c'est ton bébé, donc t'as du mal à lâcher le bordel, mais en fait t'as l'impression parce que t'es le fondateur et le CEO qu'en fait tu fais tout mieux que, enfin tu fais mieux que toutes les autres personnes parce que c'est ton bébé, alors qu'en fait pas le moins du monde, tu vois, toi t'es bon parce que, enfin moi en tout cas je suis bon en tant qu'entrepreneur parce que j'ai une bonne vision, je suis assez créatif, je sais embarquer les gens. Après dans l'exécution je suis pas forcément le meilleur sur les sujets financiers du tout. Ouais. Donc en fait il faut vraiment se dire que rapidement quand tu tiens un modèle qui a de la gueule, quand tu vois que t'as la possibilité d'aller chercher de la croissance et que t'as les ressources pour aller débaucher des personnes qui seront des talents et des pépites qui arrivent avec leur expertise, de tout de suite savoir lâcher, déléguer et prendre conscience que certaines fois des choix qui vont être faits ne seront pas des choix qui seront celui que j'aurais aimé avoir, mais en fait les choix qui sont proposés par les gens que tu débauches doivent être ces choix que tu dois suivre. Donc de savoir déléguer, pour moi c'est un levier qui je pense nous aurait permis de faire encore plus vite et encore mieux. On le fait beaucoup plus maintenant et c'est génial parce que je me sens beaucoup moins essoufflé. Ouais. Je suis moins sur tous les fronts tout le temps à tout checker. En fait je laisse faire les gens que j'ai recrutés parce que je sais qu'ils sont meilleurs que moi et moi je me concentre là où j'ai de la valeur, c'est embarquer les équipes, c'est la vision, c'est la stratégie, mais sans être partout, tu vois. Et je trouve que ça, chacun s'expertise, donc tout le monde est excellent sur son niveau, plutôt d'être moyen un peu partout. Et ça, je pense que c'est vraiment une leçon que j'en ai tirée. Et c'est Flo qui m'a fait prendre conscience de ça. Et voilà, donc je te dirais ça, ouais. Ouais, hyper intéressant. Comment vous avez réussi à passer d'une agence qui faisait, j'en sais rien, quelques dizaines de milliers par mois à aujourd'hui plusieurs centaines, enfin j'en sais rien, je sais pas exactement combien vous faites exactement, je sais que c'est plutôt gros, donc ça a été quoi les indicateurs, les variables que vous avez utilisés pour passer management, peut-être recrutement, j'en sais rien. Écoute, ouais, et puis aussi de bien analyser un petit peu la manière dont on allait gérer nos projets, parce qu'encore une fois, de signer un devis à 15 000, c'est génial, mais il faut qu'ensuite tu arrives à correctement exécuter, donc le fait d'avoir bien décortiquer de manière assez laser les étapes et les process en mettant les bonnes personnes sur les bons sujets et ensuite d'avoir tout un process de vente qui soit très bien huilé et hyper clair pour tous. Je pense qu'en fait ça nous a permis de sans trop d'efforts de temps supplémentaire réussir à gérer beaucoup plus de projets, donc plus de marge pour nous, parce qu'en fait notre
moyen de pouvoir scaler dans notre écosystème, c'est le temps que tu passes sur un projet. C'est-à-dire que en 2019, on devait passer très certainement 10 heures sur un projet, quand maintenant on n'y passe plus qu'une heure. Donc en fait, c'est là notre point de scalabilité. C'est vraiment de l'interne. C'est comment est-ce qu'on fait mieux, plus rapidement. Et pour ça, c'est-à-dire qu'il faut bien s'outiller, avoir des process qui soient laser de ouf. Et je pense que c'est ça en fait, parce que tu vois, on est entre le début et le nombre de personnes qu'on est, aujourd'hui le nombre de chiffres d'affaires qu'on fait avec le nombre de personnes qu'on a actuellement, t'as un vrai écart qui s'est creusé, pardon. Ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant, et que moins de personnes suffisent pour générer encore plus de chiffre d'affaires et de renta, donc de marge. Donc je dirais c'est vraiment d'avoir des process et un modèle d'exécution qui est vraiment laser. Okay. Vraiment. Hyper intéressant. Pour revenir un peu sur toi et pour conclure aussi un peu l'interview, j'ai encore 2 petites questions qui sont un peu plus personnelles et sur ta carrière, sur ta vie. Est-ce que tu as un moment ou une personne que tu as rencontrée qui ont vraiment changé la trajectoire de ta carrière pro ou de ta vie perso, tu vois, des moments qui t'ont marqué comme ça, est-ce que tu en as ? Ouais, en 3e année d'école de commerce, okay. Olivier Giacomin, je me rappelle, un prof qui était entrepreneur, qui m'a donné l'envie de me mettre en section entrepreneuriale, et vraiment qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je switch, que j'avais un bon potentiel, que j'avais vraiment les moyens de pouvoir entreprendre, me lancer, alors que pour moi j'avais cette espèce de flou où j'étais plutôt le mec encore une fois un peu foufou. Ouais. Et ce gars m'a mis un peu une gifle en me disant concentre-toi, t'es la bonne personne pour pouvoir te lancer, donc fais-le. Et ce mec-là, il a changé un peu ma vie, puisque c'est lui qui m'a mis une tarte en mode genre vas-y Harold, stop les teufs, stop de faire que de la merde, prends du temps pour toi, entreprends, fais-le correctement, renseigne-toi, sois curieux. Et ce moment, je me rappellerai toujours, parce que c'est vraiment le moment qui a fait que je me suis dit vas-y let's go entreprendre et lancer ma première boîte, qui m'amène aujourd'hui sur un scénario qui me va bien. Je kiffe ce que je fais, ça marche pas trop mal, j'ai du temps avec ma chérie, j'ai mes potes que je vois, donc en fait la situation elle est parfaite en l'état. Alors elle aurait pu être différente et tout aussi parfaite, mais en l'état là, le scénario qui s'en est suivi de cette tarte qu'il m'a donné, bah c'est le bon scénario. Donc je te dirais que ce serait ce moment. Ouais, c'est un peu un coup de pied au cul qui t'a mis pour te dire tu peux y arriver quoi. Ouais. Bah, écoute, c'est ce que j'essaye de faire à travers tous mes contenus tous les jours. Donc petite tarte pour tout le monde alors. Donc, ouais, parce qu'on en a tous besoin, je pense, de cette tarte. Et en fait, les gens ils passent pas à l'action sans avoir pris. Absolument. Avoir pris ce coup de pied au cul. Le plus dur, c'est ça, hein, c'est le 0 to 1. C'est vraiment de se lancer, d'essayer, de commencer à voir qu'en fait, tu arrives à créer des choses qui te correspondent, qui parlent et qui fonctionnent. Et le reste, qui est la scalabilité, d'aller chercher le 1 to 100. Et je trouve que c'est différent. Mais le plus dur, c'est le 0 to 1. C'est de se lancer, c'est de commencer. Et pour ça, faut se manger une tarte dans la tronche. Donc ouais. Ouais, en parlant de ça, et pour conclure du coup, toi, si tu avais un jeune en face de toi qui veut monter un business, donc pas forcément un business model de service, mais admettons voilà un jeune, ou quand je dis jeune, c'est un jeune entrepreneur, donc ça peut être quelqu'un aussi de plus âgé, mais qui a pas beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi ton conseil ? Parce que je pense qu'on en a tous un truc qui souvent découle d'une connerie énorme qu'on a faite. Ton meilleur conseil pour cette personne-là, quoi. Si tu avais un truc à lui dire, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait de... Putain, je vais te sortir encore une... Ouais, mais après, c'est que ça marche, hein, si tu me dis... Bah non, mais si c'est pour moi, moi, ce qui me correspond, c'est de lancer des services. Je me verrai plus jamais lancer un business physique comme Ilo l'a été, parce que ça me correspond pas, parce que c'est beaucoup de temps à passer en amont avant de se lancer, avant d'itérer, avant de tester ton marché. Et moi, ce que je préfère, c'est me lancer cash, pistache, tout de suite avoir les insights du marché pour me dire, ok, ça marche pas. Je réajuste et être vraiment dans l'action, tu vois, direct. Donc, quelqu'un qui entreprend et qui se lance pour la toute première fois, je lui dirais de commencer par un service pour apprendre à se connaître en tant qu'entrepreneur, d'identifier quelles sont les bonnes forces qu'il arrivera à constater de ses premières expériences, et de voir si jamais c'est un entrepreneur de terrain, si c'est un entrepreneur du service, c'est un entrepreneur de produit, parce que t'as trop de mes potes, moi en tout cas que j'ai connus, qui m'ont dit ouais, je veux entreprendre, je vais lancer ce produit à 100%, c'est ça que je veux lancer, alors qu'en fait en l'état la big picture c'est que le personnage ça lui va pas du tout de lancer un produit, parce que pendant un an il va être chez lui à itérer sur un produit qui ne sortira que dans un an, alors que c'est un mec qui a qu'une envie, c'est de se lancer demain, tu vois. Donc je pense que d'apprendre à se connaître en commençant par un service, même si c'est un side project, un petit truc, ça permet de se faire un peu sa big picture de ses forces, ses faiblesses, et quel est le profil un peu de l'entrepreneur, pour ensuite passer à la step d'après qui sera le vrai entrepreneuriat en soi, la vraie première boîte. Mais je pense que cette phase un peu d'itération au début, elle est bonne, parce que
On a souvent tendance à se dire que dès que tu entreprends, faut que ce soit la première boîte qui soit la billion company, que ça fonctionne direct, alors que tu peux très bien te dire que tu lances un side, que c'est un peu ton laboratoire, tu vois, qui te permet d'apprendre à mieux te connaître pour entreprendre de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficace par la suite, tu vois. Donc d'oser se dire que tu vas lancer un truc un peu middle, un peu bricole, sur lesquels tu vas faire beaucoup d'erreurs et pas mal d'échecs. Ça, c'est là que ça fait 30 minutes. Non. Et voilà, je dirais ça. Donc d'accepter de pouvoir faire un truc qui est pas énormissime, parce qu'on est baigné dans un contenu quotidien où tout le monde fait des milliards, des millions et toujours beau gosse, c'est toujours du plus, qu'on se dit que si on lance un truc qui est juste un peu moyen au début, en fait on peut pas. Alors qu'en fait si, pour moi je trouve que le truc un peu petit, un peu middle au démarrage, c'est un putain de bon moyen de pouvoir apprendre à mieux se connaître et être encore plus performant par la suite. Ouais, je suis archi d'accord. Moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut toujours partir de soi-même pour monter un business, parce que oui, tu peux toujours faire énormément d'argent dans plein de domaines, mais au bout d'un moment, en fait, la réalité te rattrape. Et de fou. Je pense que le truc, le mieux, c'est de faire de l'argent, même si t'en fais pas énormément, mais dans un truc qui te plaît, quoi. Tu vois. Ah, ça c'est juste assez d'argent pour vivre, pour avoir une vie correcte. C'est mieux d'avoir une vie correcte en étant heureux sur le côté personnel plutôt que d'être blindé et de faire un truc avec lequel on n'est pas du tout aligné. Surtout que tu vois, ouais. Surtout que je commençais à être dans les âges à 31 piges où tous mes potes bossent depuis maintenant 5-6 ans. Ouais. Et j'en vois des personnes qui ont pris le scénario de prioriser l'oseille à fond, et c'est stylé quand tu claques de l'oseille en boîte, c'est toi qui payes ta taille et autres, mais t'en as beaucoup d'entre eux qui sont en train de remettre un petit peu tout en question, en mode genre en fait ça a pas de sens, tu vois, en tant que tel. C'est la crise de la quarantaine, quoi. Ouais, même la crise de la trentaine, où ça arrive, tu vois. Enfin, de ouf. J'ai l'impression que t'as 10 ans où t'as une remise en question, parce que c'est vrai que je pense, après moi je parle j'en sais rien, tu vois, j'ai pas encore 30 ans, mais j'ai l'impression qu'à 30 ans t'es quand même installé, etc. Et après, t'as les 10 ans où les trucs les plus sérieux se passent, tu vois. Ouais. Et après, les gens arrivent à 40 ans, ils se disent putain, est-ce que j'ai pris le bon chemin de ouf. Pas du tout. Ok, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était cool. On a tenu les délais en plus. Du coup, tu vas pouvoir filer à ton rendez-vous. Je t'aurais pas mis en retard. Je vais pas culpabiliser par rapport à ça, parce que c'est vrai que si c'est LVMH ou un truc comme ça. Non, là c'est session de boxe, tu vois. Je m'entraîne avec mon coach. Okay, tout aussi important. Ouais. Parce que préparation pour un petit combat de boxe là. 15 décembre. Tu es un grand boxeur, donc voilà. Écoute, merci d'être passé, ça fait plaisir, et puis à plus. Ciao.